Alors au début de l'année 1781, notre héros, François-Joseph de Grasse, est donc nommé par Louis XVI lieutenant général des armées navales et reçoit le commandement de l'expédition qui est envisagée en Amérique. Bon, quelle est la situation à ce moment-là? La guerre dure depuis plusieurs années. Les amiraux français ont réussi à prouver que la flotte française était au niveau de la flotte anglaise à ce moment-là. L'effort, on le sait, a été considérable, aussi bien de construction que de direction, que de commandement. Et cependant, aucune victoire décisive n'a été obtenue. Et alors le but du secrétaire d'État à la Marine et de Louis XVI, c'est de trouver quelqu'un qui peut obtenir une victoire décisive. Et c'est ainsi qu'on présente l'affaire à De Grasse en lui disant, voilà, vous allez partir aux Indes occidentales, en Amérique, et vous devrez obtenir une victoire décisive sur les Anglais qui mettent fin à cette guerre et qui nous permettent de venger, bien entendu, ce désastreux traité de Paris de 1763 qui avait enlevé à la France son premier empire colonial. Donc, c'est pas pour ça que De Grasse est venu à Versailles, hein. Il voulait un congé. Mais finalement, il ne reste plus que lui. Enfin, lui est aussi suffrain. Suffrain ou suffraine, comme on voudra, est envoyé, lui, en même temps, enfin, est nommé, lui, commandant de la flotte française qui va partir aux Indes orientales, c'est-à-dire aux Indes tout court, dirions-nous aujourd'hui. Voilà, voilà les deux lieutenants généraux qui sont nommés à ce moment-là, avec en plus un autre provençal, un troisième provençal, Barras, qui sera envoyé directement aux Américains avec du matériel de guerre et avec du ravitaillement. Donc voyez-vous, ces trois personnes sont tous les trois des Provençaux. Alors il n'y a pas que des Provençaux dans la flotte française, il y a bien entendu aussi les Bretons, mais il se trouve qu'à ce moment-là, ce sont les Provençaux. Bien, alors l'arsenal de Brest, nous sommes donc au début de l'année 1780, l'arsenal de Brest va préparer tous ces navires, une flotte considérable. 8000 ouvriers vont travailler sans arrêt. L'arsenal de Brest est très étroit, hein, il est le long d'une rivière. Par conséquent, c'est un lieu où, quand ça va mal et qu'il y a des épidémies, hein, bon, on voit bien aujourd'hui, nous sommes maintenant bien au courant pour les épidémies, quand il y a des épidémies à Brest, c'est terrible, parce que tout le monde est entassé autour de cette rivière pour travailler. Mais bon, l'effort va être considérable et la flotte sera prête au mois de mars 1781. Donc 130 bâtiments vont partir, dont 38 vaisseaux de guerre. De Grasse est sur le Ville de Paris. Le Ville de Paris a été payé en partie par la Ville de Paris, pour son nom. 104 canons. Son capitaine, c'est Crespe de Saint-Césaire, un marin, bien entendu, du pays de Grasse. Et donc, il part vers les Indes occidentales, tandis que Suffren, on l'a dit, part vers les Indes orientales. Lorsque De Grasse arrive à la Martinique, les Anglais bloquent le port. C'est-à-dire les Anglais bloquent Fort-Royal. Et il va falloir d'abord les déloger. Il va réussir à les déloger. 3 batailles qui vont lui permettre de déloger les Anglais de la Martinique et de rentrer dans le port. Puis très vite, il prend l'initiative et s'empare de l'île de Tobago. Tobago, c'est une des dernières des petites Antilles, une des plus au sud. Elle était occupée par les Anglais, donc c'est une victoire très nette. Puis, il faut envisager l'opération en Amérique. Et on lui demande d'abord de partir vers l'île de Saint-Domingue. On sait que Saint-Domingue, à l'époque, c'est la plus grande des îles des Antilles. C'est la plus riche. 200 000 esclaves. C'est une plantation de sucre gigantesque. C'est horrible, évidemment. Mais en même temps, c'est très productif. C'est-à-dire qu'avec ce sucre, la France produit autant que toutes les colonies anglaises, avec le sucre de Saint-Domingue. Et ce sucre français est vendu dans toute l'Europe. D'ailleurs, c'est une des causes de la guerre pour les Anglais. C'est évidemment quelque chose qu'ils peuvent difficilement supporter. Donc, il doit aller à Saint-Domingue, et c'est à Saint-Domingue, à Cap-Français, qui est à l'époque la capitale et qui est le port principal de Saint-Domingue, que De Grasse reçoit des nouvelles d'Amérique. Alors, qu'y a-t-il en Amérique? En Amérique, il y a les
insurgés américains. Les insurgés américains qui veulent se libérer de la domination anglaise. Mais il y a aussi des loyalistes américains. Et au niveau militaire, on a à peu près 9000 hommes engagés dans les troupes insurgées américaines, mais on en a autant, sinon un peu plus, qui sont avec les Anglais et qui veulent maintenir le système colonial. Donc vous voyez, c'est très partagé. Ce n'est pas les États-Unis tout entiers qui veulent se libérer, non, c'est très partagé. Il y a aussi 6000 soldats français, commandés par Rochambeau. Ce qui montre que, à cette époque, il faudrait qu'on change d'époque, vous voyez, là, pour comprendre. C'est-à-dire que là, nous avons une force américaine relativement modeste et un contingent français important. 6000 hommes, qui sont des soldats de métier, et qui sont aux côtés des Américains dans la région de New York. Bon, donc 6000 hommes. Quelques bâtiments de guerre à Newport, avec ces 6000 hommes. Et puis il y a les Anglais. Les Anglais, ils sont 20 000 hommes, c'est-à-dire qu'ils sont très nombreux. Et De Grasse. Eh bien, De Grasse, il a quand même 3000 hommes sur ses bateaux, et sa flotte, ça représente 35 navires, ça représente près de 20 000 hommes. Donc, voyez un peu les ordres de grandeur. On voit bien que cette indépendance américaine, en fait, va être obtenue par l'armée française, par la marine et l'armée française. Bon, bien entendu, les Américains se sont libérés plus tard, et on ne va pas, bien entendu. Mais enfin, là, l'apport de la France est décisif. Mais enfin, nous n'en sommes pas encore à savoir comment ça va se passer. Donc, De Grasse est à Saint-Domingue, et il reçoit l'appel au secours des Américains et de Rochambeau, le commandant du corps expéditionnaire français. Les Américains étant commandés, eux, par George Washington, qui sera, on le sait, le premier président des États-Unis. Et De Grasse leur propose donc le plan suivant. En fait, il y a 10 000 Anglais sur New York, il y a 10 000 Anglais sur la Chesapeake. Et comme la Chesapeake est beaucoup plus près des Antilles, et que De Grasse a d'autres missions, aider nos alliés espagnols, donc qui, eux, possèdent Cuba, Saint-Domingue, et d'autres îles dans les Antilles. Donc il ne peut pas trop s'éloigner quand même, parce qu'il a deux missions, n'est-ce pas, hein, les Antilles et puis aider les insurgés américains. Donc il leur propose de concentrer toutes les forces franco-américaines dans la baie de la Chesapeake. Et la décision est prise, mais ça veut dire quand même que les troupes américaines et les troupes françaises qui sont du côté de New York vont devoir descendre à la Chesapeake, qui est quand même 800 km ou 500 km plus bas. C'est quand même considérable comme distance. Et cependant, c'est ce ils vont le faire. Bon, De Grasse donc quitte Saint-Domingue le 4 août 1781 et bien sûr la flotte anglaise, il y a une flotte anglaise dans l'océan Atlantique, il y a une flotte anglaise le long des côtes américaines, le cherche et voudrait bien le trouver. Bon, alors la flotte anglaise ne va pas le trouver, il va arriver à la Chesapeake, il va s'installer, il arrive le 30 août à la Chesapeake avec 28 vaisseaux de guerre et je l'ai dit tout à l'heure, 3500 hommes. Le 5 septembre, la flotte anglaise trouve la flotte française qui est occupée aux opérations de débarquement des troupes dans la baie de la Chesapeake. C'est le jour de la fameuse bataille. Alors cette bataille n'est pas finalement très considérable au fond. Les Anglais arrivent, ils croient avoir affaire à quelques bateaux français, notamment l'escadre de Barras de New York. Ils ne savent pas qu'il y a eu cette concentration considérable. On peut se dire qu'ils ne sont pas habitués à ce que les flottes françaises puissent avoir cette ampleur. Et donc, ils se hâtent lentement, ce qui permet à De Grasse de sortir de la baie et de faire face avec tous ces navires. Donc, au bout, la canonnade est terrible, mais très courte. Les Anglais se retirent assez vite. Vous savez, à l'époque, on ne se bat, mais on essaye aussi de protéger les flottes. Hein. Donc on est très courageux, on se bat, mais évidemment, il ne faut pas envoyer tous les bateaux au fond de l'eau. Donc dès qu'on voit que l'ennemi est plus fort, on se retire. Les Anglais se retirent. Ils vont rester là du 5 septembre au 9 septembre. Ils vont rester devant la Chesapeake, mais ils n'osent pas attaquer. Alors c'est quand même
un événement que les Anglais n'osent pas attaquer. Mais ça vient du fait que depuis 1778, plusieurs amiraux français, d'Estaing, d'Orvilliers, ont réussi à tenir tête aux Anglais pendant les batailles navales de ces époques. Donc c'est vrai qu'ils se méfient beaucoup plus qu'autrefois. Autrefois, ils auraient attaqué très franchement. Voilà, donc les Anglais se retirent, et ça veut dire que les troupes anglaises qui sont dans les 10 000 Anglais qui sont dans la ville de York, qu'on appelle aujourd'hui Yorktown, les 10 000 Anglais qui sont dans la ville de York sont, en somme, ne peuvent pas être ravitaillés, et le siège va pouvoir s'organiser. C'est ça la victoire d'Achisapic. Finalement, ce n'est pas un combat gigantesque, donc ce n'est qu'une grande victoire que par les conséquences qu'elle va avoir. Quelle est la conséquence? Eh bien, la conséquence, c'est que la concentration des troupes françaises et américaines se fait sur York, que les Anglais ne peuvent pas ravitailler la ville, et que le général anglais est obligé de capituler. Il capitule le 19 octobre avec 8000 soldats, 220 canons. C'est considérable. Une flotte anglaise arrive encore le 19, le jour de la capitulation, mais elle est obligée de se retirer. Elle est obligée de se retirer encore une fois. Elle ne peut pas, et puis il n'y en a plus. Maintenant, il n'y a plus de raison qu'elle intervienne. Et par conséquent, elle repart vers New York. Donc cette défaite de Cornwallis à Yorktown entraîne des conséquences considérables. D'abord, arrêtons-nous un instant, Cornwallis capitule et tous ses soldats se rendent. Et ils défilent entre les soldats américains d'une part et les soldats français d'autre part. Et ce tableau que vous voyez, ce tableau est aujourd'hui au Capitole. Il est au Capitole à Washington, bien sûr. C'est le tableau, au fond, de la victoire décisive sur les forces anglaises et qui entraîne les négociations et l'acceptation par les Anglais de la libération des colonies d'Amérique. Alors, le gouvernement anglais tombe quand même, suite à cette défaite. Et donc le nouveau gouvernement accepte de traiter et de entamer les négociations pour l'indépendance des États-Unis. De Grasse reçoit du Congrès des remerciements et des félicitations. Par les États-Unis assemblés en Congrès, il est décidé que des remerciements seront présentés à son Excellence le Comte de Grasse pour l'habileté et la bravoure qu'il a déployée en attaquant et battant la flotte britannique à la hauteur de la baie de Chesapeake, et pour le zèle et l'ardeur avec lesquels il a donné, avec l'armée navale à ses ordres, les secours et la protection les plus efficaces et les plus distingués aux opérations des armées alliées en Virginie. Que Sa Majesté permette au comte de Grasse d'accepter 4 pièces de canon, etc., etc. Donc de Grasse se retire de la Chesapeake le 4 novembre et repart pour les Antilles. Mais entre-temps, les Anglais ont envoyé des renforts, avec l'amiral Rodney, qui était commandant en chef en Amérique, mais qui était rentré pour raison de santé en Angleterre. Et Rodney va arriver avec 35 vaisseaux de guerre, de Grasse en a 33, mais surtout avec des vaisseaux de guerre qui ont été rénovés, des nouveaux aussi. Et alors, 2 avantages sur cette flotte anglaise, qui reprend un peu l'avantage là, c'est que tous ces vaisseaux ont des coques en cuivre, et tous ces vaisseaux ont des caronades. Les coques en cuivre, ça veut dire que quand on fait la coque d'un vaisseau de guerre à l'époque, il faut la doubler, et pour la renforcer. Et soit on la double en bois, soit on la double en cuivre. Et les Anglais disposent de beaucoup de cuivre, ils peuvent doubler en cuivre. L'avantage, c'est que le vaisseau va beaucoup plus vite, il est plus rapide parce qu'il glisse mieux dans l'eau. Or, les vaisseaux français ne sont qu'en partiellement doublés en cuivre. De Grasse en a 6 ou 7, je ne me rappelle plus exactement, mais sur les 30, vous voyez, c'est une minorité. Alors, c'est ceux qui servent aux manœuvres les plus où on veut de la vitesse, mais du coup, pour les autres, ils sont beaucoup plus lents. Et c'est pour ça que les Anglais peuvent se retirer facilement des batailles, parce qu'ils peuvent partir plus vite, et ils ne peuvent pas être poursuivis, sauf par une partie des vaisseaux. Et la deuxième innovation, c'est la caronade, et la caronade,
c'est en somme un canon à mitraille. Et ce canon à mitraille, il est placé sur l'avant du navire et il tire donc toute une masse de fer sur le pont adverse. Voilà. Quant à Grasse, il est de plus en plus malade. Et vous savez qu'il était venu à Versailles, non pas pour demander de commander en chef la flotte atlantique, mais pour demander un congé en fait. Mais néanmoins, Louis XVI lui demande encore un effort et lui demande d'aller aider les Espagnols pour la conquête de la Jamaïque. Bon, qui est une colonie espagnole qui a été prise par les Anglais. Les Espagnols étant nos alliés dans cette affaire, mais n'ayant pas vraiment les moyens de se battre. Et en plus, finalement, ils sont très partagés, parce qu'ils se rendent bien compte qu'à aider des Américains à se libérer des Anglais, ça pourrait quand même donner des idées aux colonies espagnoles d'Amérique du Sud de se libérer d'eux-mêmes. Donc, vous voyez, ils ne sont pas dans cette affaire à fond, au fond du combat. Néanmoins, ils veulent récupérer la Jamaïque. Bon. Donc, De Grasse part avec une flotte pour aider les Anglais. Il perd quelques vaisseaux pour des raisons de travaux. Bon, il y a 2 vaisseaux qui se heurtent, voilà, il y a des avaries. Donc, il n'a plus que 30 vaisseaux. Et l'amiral anglais arrive avec 36 vaisseaux, et je l'ai dit, avec des vaisseaux qui sont plus modernes à ce moment-là. Et la flotte anglaise attaque De Grasse près de la Guadeloupe, pour Saintes, le 12 avril 1782. Et là, c'est le drame. C'est le drame parce que, alors, c'est l'affaire des Saintes. Le drame, c'est que, finalement, 5 vaisseaux français sont détruits. C'est pas énorme. Le convoi qui escortait De Grasse pour la Jamaïque, avec les renforts, avec les soldats, peut passer. Donc, la guerre continue. Mais le groupe central de l'escadre française avec De Grasse est encerclé par la flotte anglaise et détruit. 5 vaisseaux détruits, je disais. De Grasse fait prisonnier. Alors il se bat toute la journée, ça dure toute la journée. La caronade fait son effet. La ville de Paris qui a près de 1000 marins, eh bien la plupart sont morts. Il reste 150 marins à la fin de la bataille. Et miraculeusement, De Grasse, qui se tient sur le pont tout au long de la bataille, eh bien De Grasse n'est pas blessé, à peine un peu blessé, donc il n'est pas tué dans cette affaire alors qu'il aurait dû l'être. Par contre, le capitaine, le Crespe de Saint-Césaire, est tué. Non, il s'est tué à la bataille suivante, je me trompe, il n'est pas tué non plus. Bon, alors Grasse est prisonnier. Grasse est prisonnier, le Ville de Paris est prisonnier, un des plus beaux bateaux de la flotte française. Alors, ce n'est pas un désastre, hein, mais c'est une défaite, et cette défaite permet aux Anglais, au fond, de négocier avec, disons, un peu vis-à-vis de l'opinion publique anglaise. Bon, la défaite n'est pas totale, il y a cette victoire des Saintes qui sauve l'honneur des Anglais. Donc les négociations vont pouvoir se faire. Quant à De Grasse, il est emmené prisonnier en Angleterre. Il arrive en Angleterre en mai 1782, au moment donc où les Anglais souhaitent négocier, aussi bien avec la France qu'avec les États-Unis. Et il n'y a que les Anglais peut-être qui peuvent faire cela. Il est reçu comme un amiral vainqueur. Il est reçu par le peuple de Londres et par les officiels et par le roi Georges III. On lui rend son épée, on l'installe dans un hôtel, on veut l'installer au Palais Royal, on le paye, lui et ses officiers. Par contre, on traite évidemment d'une manière horrible les marins prisonniers. Bon, évidemment. Et De Grasse s'excuse. Je ne parle pas anglais. Non, mais il n'y a pas de problème. Tous ces Anglais parlent français, bien entendu. Hein. Nous sommes au XVIIIe siècle. Donc, on va lui confier même les propositions anglaises pour les amener au roi de France. Donc il est libéré sur parole et il est renvoyé en France avec des propositions. Il faut dire qu'à la cour, à Versailles, on a appris quand même l'accueil qui a été fait en Angleterre à De Grasse. Et quand même, ça ne fait pas plaisir. Hein. On se dit, mais quel jeu joue-t-il, hein, quel jeu joue-t-il? Non, mais lui, en fait, il amène des propositions, il ne participe pas aux négociations, il donne des propositions au ministre des Affaires étrangères, à Vergennes, et il est reçu par Louis XVI le 22 août 1782.
Et là, il a une mauvaise idée, car il est reçu en tant que vainqueur de la Chesapeake, en tant qu'artisan de cette indépendance américaine qui est en train de se faire. C'est grâce à lui, quand même, que les Américains ont pu obtenir la reddition des armées anglaises à Yorktown. Hein, il est bien évident, ils étaient en infériorité numérique, il a amené des hommes, il a bloqué la flotte anglaise, donc il ne fait pas de doute qu'il a joué le rôle décisif. Bon. Mais c'est là où il demande à Louis XVI un conseil de guerre. Un conseil de guerre contre ses officiers, contre certains de ses officiers, qui ne lui ont pas obéi aux Saintes. Car cette défaite des Saintes, il ne veut pas que ce soit sa défaite. C'est la défaite de ceux qui lui ont désobéi, et notamment le chevalier de Bougainville. Alors Bougainville, il est connu, n'est-ce pas, parce qu'il a fait son tour du monde, et c'est quelqu'un qui obéit difficilement. Et il a obéi très difficilement pendant toute cette affaire où il a été à l'île de Grâce, mais particulièrement aux Saintes. Donc il exige, il demande un conseil de guerre. Alors Louis XVI lui dit, bien sûr, on va vérifier, on va faire un conseil de guerre, très bien, bon, il n'y a pas de problème. Sauf que ce conseil de guerre va remuer toute la marine française. Parce que, évidemment, il s'agit peut-être de condamner des officiers de marine. Donc, les débats sont importants. Alors, on écrit au ministre, De Grasse écrit des mémoires pour bien tout expliquer, et tout ça devant toute l'Europe entière, devant toute l'opinion. Enfin, l'opinion qui, à l'époque, s'intéresse à ça, bien entendu. Cette année 1782 n'est pas une bonne année pour la marine française, puisque la Jamaïque ne sera pas reconquise, que Gibraltar non plus, et donc Gibraltar va rester aux Anglais, hein, puisque les Espagnols, évidemment, avaient bien voulu reprendre Gibraltar, qui avait été cédé au début du XVIIIe siècle. Mais il y a quand même eu de bonnes nouvelles, c'est les victoires de Suffren dans les Indes, parce que Suffren va revenir avec de brillantes victoires. Il était avec quelques vaisseaux, et il a fait des merveilles aux Indes, hein, donc heureusement. Nous sommes quand même au moment de l'apogée de la marine française. Et cet apogée de la marine française se traduit, sur le plan diplomatique, par la signature, le 3 septembre 1783, des traités de Paris et de Versailles. Alors, traité de Paris entre l'Angleterre et les États-Unis, donc l'Angleterre accorde l'indépendance aux États-Unis, et le traité de Versailles, le même jour, où entre les États-Unis, l'Angleterre et la France, l'Espagne, où bien entendu on règle les questions diplomatiques et on se partage, disons, les territoires. En fait, ce traité de Versailles, qui est publié le 25 novembre pour l'opinion française et qui est célébré par l'opinion française comme une victoire, bien entendu, comme le traité de 1763 de Paris effacé, comme le retour de la France dans le concert européen avait auréolé de cette victoire. Mais ce traité de Versailles, finalement, ne va pas nous rapporter grand-chose. Les négociations ne sont pas très favorables, finalement. Bon, peut-être que la diplomatie française n'avait pas l'intention de revenir sur la perte du Canada, sur la perte des Indes. Finalement, on n'a pas pensé à ça. Non, on s'est contenté de récupérer Tobago, que Grasse avait conquis, donc l'île qui se trouve dans les Petites Antilles au sud, je le disais, l'île qui est à côté, qui est la Trinité, voilà ce qui revient à la France. Le contrôle anglais sur Dunkerque, qui dépendait du traité de Paris, est supprimé, ce qui était véritablement une honte, puisque les Anglais surveillaient, n'est-ce pas, que Dunkerque ne redevienne pas une place, la place que Louis XIV avait construite. Bon, la France retrouve ses 5 comptoirs aux Indes, mais bon, je veux dire, les Anglais avaient pris au début de la guerre, mais c'est pas... Donc ça, c'est grâce à Suffren. Suffren trouve que c'est pas grand-chose, quand même, vu toutes les victoires qu'il a obtenues, qui, malheureusement, ne font pas partie de notre propos aujourd'hui. Et puis elle retrouve ses droits de pêche et Saint-Pierre-et-Miquelon en Amérique. Donc au total, voilà, c'est pas grand-chose. On n'est pas revenu sur le traité de Paris. Mais le gouvernement voulait, je le répète, cette victoire qui finalement ne nous rapporte pas non plus beaucoup vis-à-vis des Américains, parce que les Américains vont très vite recommencer à commercer avec les Anglais, ce dont ils avaient l'habitude, et beaucoup moins avec la France. Voilà. Donc en fait, c'est une belle victoire, mais elle n'a pas de conséquences très, très importantes.
mais elle a des conséquences négatives. Quelle est la conséquence négative? Eh bien, c'est qu'elle a aggravé le déficit de l'État. Le déficit de l'État était important. Enfin, attention, important. Le déficit en 1788 de Louis XVI, du gouvernement de Louis XVI, représente 19% des recettes. Aujourd'hui, le déficit est bien plus important. En 2019, il représentait 34% des recettes. Et si je vous dis cela, c'est pour vous montrer qu'en fait, ce n'est pas tellement le déficit qui a posé problème, c'est le service de la dette. Ce déficit de 19% des recettes, 116 millions de livres, ce déficit amenait un service de la dette de 310 millions de livres, c'est-à-dire la moitié des recettes de l'État. Donc, avec un déficit aujourd'hui beaucoup plus important, on n'a que 10% des recettes de l'État qui vont au service de la dette, et on sait bien pourquoi, c'est parce qu'il n'y a pas de taux d'intérêt. Du temps de Louis XVI, il y avait d'énormes taux d'intérêt. Donc 50% du budget part dans le service de la dette. Et on sait que cette situation va amener, bien sûr, la réunion des États généraux, et donc va enclencher Alors évidemment, ce n'est pas la seule cause de la Révolution, mais c'est la cause immédiate, on va dire la cause la plus immédiate, la plus proche. C'est pour la première fois dans l'histoire de France, entre 1778 et 1783, le budget de la marine a dépassé le budget de l'armée. 700 millions de livres pour la marine, un peu plus de 500 pour l'armée. C'est un événement inouï dans notre histoire. Et vous avez vu le résultat. Le résultat a été évidemment probant. Alors nous sommes là à l'apogée de la marine française et Louis XVI poursuit l'effort. Donc De Grasse, lui, s'est retiré dans son château de Tilly, en Île-de-France, mais Louis XVI poursuit l'effort. C'est l'époque où on envoie en 1785, la paix étant faite, la Pérouse à la découverte du continent sud. Bon, on sait que la Pérouse... Alors, Louis XVI a fait lui-même toutes les instructions à la Pérouse. Il a préparé le voyage. On sait que Louis XVI est un passionné de géographie et de marine. Et à la surprise de tous les spécialistes, il va préparer lui-même l'expédition de la Pérouse qu'il reçoit. Et on sait que le jour où il est guillotiné, le 21 janvier 1793, on sait que une de ses derniers mots, c'est de dire « A-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse ?» Car on n'avait plus de nouvelles de Monsieur de la Pérouse. Il s'est perdu, il est mort là-bas. Juin 1786, Louis XVI sort pour la première fois de Versailles et il va visiter les travaux du port de Cherbourg. Alors en effet, le port de Brest, c'est bien joli, mais vous voyez, il est dans une position assez loin de l'Angleterre. Lorsque le gouvernement décide de construire un port de guerre à Cherbourg, c'est véritablement on montre à l'Angleterre qu'on est décidé à maintenir notre puissance maritime. Alors ce port de Cherbourg, c'est un port artificiel. Alors on crée tout un tas de grosses forteresses de bois que l'on coule, que l'on remplit de pierres. Bon, ça ne va pas trop marcher, mais c'est l'origine du port actuel de Cherbourg. Et puis, on rationalise complètement les vaisseaux de guerre français, un système qu'on appelle Borda-Sané, des deux ingénieurs qui ont rationalisé cette production, et on arrive donc à une production des meilleurs vaisseaux, vous voyez, des meilleurs vaisseaux du moment. Alors, ils vont rester les meilleurs vaisseaux pendant l'époque révolutionnaire, mais ensuite, bien sûr, les Anglais vont créer de nouvelles techniques et repasseront. Bon, ceci pour vous montrer que nous sommes vraiment à l'apogée de la marine française avec cette période où De Grasse a rempli parfaitement sa fonction. En 1786, le roi se rappelle quand même de De Grasse et lui écrit pour lui dire qu'il l'autorise à accepter les canons offerts par le Congrès des États-Unis et à les placer 4 pièces de canon dans son château. Bon, évidemment, c'est un hommage tardif, mais vous voyez, avec cette affaire du procès qui a beaucoup mécontenté Louis XVI, qui a soulevé tout un tas de problèmes dans la marine, il est tombé quand même en disgrâce. Il est tombé en disgrâce, et c'est la raison pour laquelle on a oublié l'action de Grasse jusqu'au XXe siècle. Sa disgrâce, finalement, qui a-t-on fêté à ce moment-là? On a fêté Suffren.
Suffren est revenu victorieux des Indes, c'est lui qui est devenu il a été nommé d'ailleurs amiral à l'époque. L'amiral, il n'y en avait qu'un. Hein. Alors il y avait un amiral théoriquement, et puis des vice-amiraux. Il est nommé vice-amiral, ce qui était extrêmement rare. Ce qui était extrêmement rare. Et c'est lui qui a recueilli finalement toute cette gloire. C'est lui. Les Hollandais lui ont fait une médaille, ont fait son buste, parce qu'il a sauvé les colonies hollandaises du Cap. Donc c'est lui qui a recueilli vraiment toute la gloire de la marine française de l'époque. Et quand Napoléon parle de la marine de l'époque, il parle de Suffren. Voilà. De Grasse est tombé en disgrâce. Mais il faudra attendre, donc je disais, le XXe siècle, pour que les Américains, parce que ce sont eux, redécouvrent ce qu'a fait de Grasse. Et donc ensuite, eh bien, évidemment, c'est venu en France aussi, c'est venu à Grasse même. Et le lycée amiral de Grasse, il a pris son nom vraiment tardivement. Vous voyez, donc c'est vraiment cohérent avec sa disgrâce au niveau de Louis XVI. Bon, il s'est remarié en 1786, l'année de la lettre de Louis XVI, pour la 3e fois, avec une jeune femme. Ça n'a pas été bien reçu, mais enfin, il est en disgrâce, personne ne s'occupe trop de lui, et il décède à Paris le 11 janvier 1788, et Suffren va mourir d'ailleurs à la fin de la même année. On peut dire donc que cette année 1788, qui est juste à la veille de la Révolution, c'est l'année où meurent les 2 officiers généraux de la marine française les plus célèbres et les plus récents. Bon. Donc, on arrive à la fin de notre propos, mais il faut tirer une conclusion de toute cette affaire. On a vu que donc, la marine française, qui n'existait pas au début du XVIIIe siècle, eh bien, elle a progressé jusqu'en 1788-89 et elle a obtenu ces victoires de la guerre d'Amérique. Et cela parce que le gouvernement, bien sûr, a voulu effacer le traité de Paris, mais aussi l'opinion. On se rappelle que des vaisseaux ont été offerts par les provinces, les villes, au roi. Et que par conséquent, il y avait un mouvement national pour donner de l'importance à la marine. On voulait rétablir l'équilibre avec l'Angleterre. On voulait participer à ce commerce colonial au même niveau d'Angleterre. Alors bien sûr, c'est cet horrible commerce triangulaire, et c'est le commerce des esclaves, on est bien d'accord. Mais enfin, c'est l'époque, hein, voilà. La Révolution va briser complètement cet élan, il faut bien le dire, involontairement bien sûr. Et voyez le contraste. Autant la Révolution décuple la puissance de l'armée française, autant elle détruit la puissance de la marine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la marine est un outil très technique. Ces officiers de marine étaient des gens qui étaient formés, qui restaient longtemps en mer, il fallait vraiment des compétences considérables. D'ailleurs, ce corps était extrêmement moderne, puisqu'il était, contrairement à l'armée où les nobles pouvaient être officiers, à la marine il fallait faire une école, il fallait passer des diplômes, il fallait passer des concours. Et puis ensuite, il y avait l'avancement d'ancienneté, l'avancement au mérite. Il était rare dans la marine que des gens soient nommés parce qu'ils étaient des grands seigneurs. Bon, ça arrivait, mais très rarement. C'était vraiment que pour la famille royale. Donc, vous voyez, c'était un corps moderne. N'oubliez pas qu'on était payé. N'oubliez pas que les marins avaient une retraite. C'était donc un corps extrêmement moderne. Et pourtant, pour la Révolution, il devient le symbole de l'Ancien Régime. Alors, on sait ce qui va se passer. Les arsenaux ne vont plus fonctionner. Les ouvriers des arsenaux vont se révolter. Les marins vont se révolter. Les officiers vont partir. Bon, humainement, la marine est détruite. Et pourtant, la Révolution va faire un effort considérable de construction. Et Bonaparte va faire un effort encore plus considérable de construction. On n'aura jamais autant construit de navires que sous la Révolution et l'Empire. Mais c'est défaite sur défaite, on n'a plus de marine. Mais c'est donc une fin qui est un peu triste. D'autant que, si on y pense, pourquoi De Grasse, pourquoi Suffren ont vaincu les Anglais? Parce que la diplomatie française avait obtenu que toute l'Europe soit en paix avec nous et que l'Angleterre apparaisse comme le fauteur de troubles, celui qui veut dominer les mers, qui veut empêcher les autres de faire du commerce. Et donc toute l'Europe était avec nous contre l'Angleterre et on a pu vaincre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Napoléon? Ben, toute l'Europe a été contre nous.
Et toute l'Europe a été contre la France. Donc comment Napoléon pouvait-il vaincre l'Angleterre? C'était évidemment impossible. Et tout le monde sait que dans la défaite de Trafalgar, évidemment, vient logiquement Waterloo. Et donc, c'est une leçon d'histoire, parce qu'on s'aperçoit que pour cette fois-là où la France avait voulu affirmer sa puissance maritime, avait fait la paix avec l'Europe, elle avait obtenu des succès. Et malgré les efforts gigantesques de la Révolution et de l'Empire, on arrivera à un échec.